Comme beaucoup d'histoires, celle-ci commence par Il était une fois, l'histoire de deux abbayes, sœurs de foi et aux destinées intimement mêlées. Alors, c'est sûr, leur réputation dépasse de loin nos frontières et elles sont réunies aussi par l'amour des métiers, de l'art et du patrimoine. Nous sommes en province de Namur. Laissez-moi vous raconter l'histoire de deux abbayes, Maretsu et Maredret. Nous allons en pousser les portes, car vous le savez, nous avons les clés. Comme je vous le disais, le nom de Maretsu est connu de tous. Alors les gourmands et les gourmets vous citeront la bière et le fromage, bien sûr, mais il faut aussi penser à cette dimension spirituelle, sans oublier les ateliers artisanaux. Comment l'histoire a-t-elle commencé ? Remontons en 1872, quand Maretsu est fondée par Hildebrand de Hamptin, issu d'une famille d'industriels de la région de Gand, aidée par la famille Desclés, des industriels tournaisiens actifs dans le monde de l'édition. L'architecte Jean-Baptiste Béthune l'érige en style néo-gothique, inspiré du gothique primaire sur l'exemple de l'abbaye cistercienne de Villers-la-Ville. Quant au choix de cette architecture, il ne doit rien au hasard. Il correspond à une volonté spirituelle profonde, celle de revenir à une société chrétienne qui puise des racines dans le Moyen-Âge. Gérald Lecoster, bonjour. Vous êtes historien de l'art, bénévole aussi ici à l'abbaye de Maretsu. On peut revenir sur l'histoire incroyable de sa fondation. C'est un projet extraordinaire parce que, en fait, Maretsu est la première abbaye intégralement recréée après la Révolution française. Ce qui lui a permis aussi d'obtenir pas mal de choses parce que certaines abbayes disparues avaient promis que certains éléments de monastères disparus arriveraient à la première abbaye recréée, ce qui a été le cas de Maretsu. Alors, vous la connaissez très très bien, Gérald, cette abbaye. Le lieu où nous nous trouvons ici, quelle est sa destination et puis est-il ouvert à tous ? Il n'est pas ouvert à tous, il est ouvert aux visiteurs. C'est ce qu'on appelle le préau, c'est curieux à dire parce qu'on est à l'extérieur. Ouais. Mais c'est un endroit qui est très symbolique parce que c'est le cœur de l'abbaye. Et ce qui est amusant, c'est que quand on a commencé à construire l'abbaye en 1872, on a commencé par l'aile sud, qui se trouve derrière moi, et on a construit en même temps cette fontaine. Donc l'architecte savait exactement où se trouvait le centre de la future abbaye. Et c'est vraiment un lieu important symboliquement parce que c'est un lieu où on remarque qu'il n'y a que des plantes vivaces par essence, mais qui restent vertes toute l'année. Donc c'est un lieu qui symbolise la vie. La fontaine, il y a 4 cracheurs, ce sont les 4 fleuves du paradis, ce sont les 4 points cardinaux. C'est toute une forme de spiritualité qui est ici présente dans le jardin avec le cloître autour pour permettre aux moines de pouvoir réfléchir, prier dans le silence et dans le calme. Pour beaucoup de gens, quand on dit Maretsu, on pense tout de suite fromage, mais il n'y a pas que ça. Il y a une abbaye, clairement, et puis il y a aussi l'enseignement. Il est au cœur du projet de Maretsu depuis le début. Ce n'était pas une volonté des fondateurs. Ce sont les moines qui rapidement se sont rendus compte qu'il fallait non seulement prier, travailler, mais travailler, ça pouvait être aussi concrétiser quelque part un enseignement de qualité. D'année en année, les classes se sont étoffées. Et un jour, le bâtiment est devenu trop petit et il a fallu construire alors l'autre gros mastodonte de Maretsu, qui est le collège Saint-Benoît, qui est juste à côté de l'église abbatiale. Le 19e siècle est passé maître dans la réinterprétation des styles anciens, au prix parfois de certains abus et de certaines exagérations. Il n'en est rien ici à Maretsu qui se distingue par la pureté de ses lignes et par leur élégance, au point parfois de douter de la datation de son architecture. Sommes-nous dans du gothique ou du néo-gothique ? Thomas Grec, bonjour. Vous êtes architecte spécialisé dans une période bien particulière, le néo-gothique. Commençons d'abord par en dire un peu plus à propos de ce monsieur Béthune. Oui, alors Jean-Baptiste Béthune, architecte de l'abbaye de Maretsu, c'est vraiment la figure de proue du mouvement néo-gothique religieux en Belgique. L'idée de Béthune et des cercles catholiques qu'il fréquente est de faire de l'architecture néo-gothique l'architecture du renouveau chrétien catholique en Europe. On constate qu'à l'époque, on a les moyens, il faut des moyens pour concevoir un ensemble aussi considérable, et puis probablement une redécouverte de techniques anciennes.
Oui, tout à fait. C'est l'époque où des architectes comme Béthune et ses confrères étudie les monuments médiévaux, on restaure beaucoup de bâtiments et on se rend compte des spécificités de l'art gothique, mais aussi des finitions des bâtiments gothiques, les peintures murales et ce genre d'éléments qu'on avait perdu de vue depuis des siècles. Et donc, à travers ce jeu d'aller et venue entre le gothique originel, si je puis dire, et le néo-gothique, l'un va alimenter l'autre pour construire une architecture nouvelle basée sur les principes rationnels et véritables du gothique des XIIIe, XIVe siècles. Donc le complexe dans lequel on se trouve aujourd'hui a plus ou moins 130 ans. Est-ce que les bâtiments ont bien vieilli ? Alors effectivement, c'est un bâtiment énorme. Rien que l'abbatiale fait 76 mètres de long sur 28 mètres de large, 24 mètres de haut. Donc en termes d'entretien, depuis 100-130 ans, c'est très demandant. Donc il y a un travail des moines, des occupants du bâtiment qui est au quotidien pour vérifier l'état du bâtiment, mais aussi, et on y arrive aujourd'hui, après une centaine d'années, un grand chantier de restauration qui va devoir commencer, puisque forcément le bâtiment vieillit et à part de l'entretien, il n'a jamais vraiment connu de restauration d'ampleur. Maretsu n'est pas un musée, c'est une abbaye vivante qui a à cœur de transmettre les techniques anciennes. Une école d'art y est même fondée au début du XXe siècle. La sculpture, l'orfèvrerie ou la menuiserie occupent une place centrale dans son quotidien. Père François, vous êtes le père abbé ici à Maretsu. Il y a une longue tradition de la transmission. L'enseignement, on l'a vu, mais aussi les métiers d'art. C'est arrivé comment et quelles sont les disciplines qui étaient transmises ici ? On a un collège d'enseignement secondaire et puis on avait une école d'art, des métiers d'art. Et on a formé des générations de potiers, d'ébénistes, de bijoutiers, d'orfèvres. Tous les métiers d'art, surtout des métiers d'art sacrés. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est évolué vers plus du profane. Maintenant, il subsiste la menuiserie et notre poterie. Donc, à peu près 200 personnes par jour viennent travailler. Ça peut être la poterie, la céramique, la menuiserie, mais aussi l'entretien de la propriété, l'entretien du bâtiment, l'accueil des hôtes, l'accueil des touristes. On ne sait plus vivre par nous-mêmes. Et donc, nous avons besoin de ces collaborateurs laïcs, et j'en suis très heureux. Et puis, je suis très soucieux de donner cet aspect social, de pouvoir permettre qu'il y ait du travail ici à Maretsu. Pourquoi c'est important, en fait, dans une abbaye, de faire perdurer tous ces métiers liés à l'art ? Je crois que c'est l'importance du beau. Le monde a besoin de beau, a besoin de quelque chose qui peut nous émerveiller. Et donc la poterie, la céramique, la menuiserie, lorsque je vois ce qu'ils arrivent à faire, c'est beau, on s'émerveille de voir ce qu'ils font. Que serait Maretsu sans Maredret et que serait Maredret sans Maretsu, car il n'y a pas une seule abbaye, il y en a deux. Et pour construire cette nouvelle abbaye, c'est le site du tilleul Saint-Jean qui est choisi, un site de 15 hectares, ceinturé par un mur, pose de la première pierre. Eh bien, elle se produit en 1891. L'idée est aussi d'opter pour le même style. Ici aussi, on parlera de style néo-gothique. Gérald de Coster, nous sommes ici devant une autre abbaye et pourtant nous sommes à quelques pas de Maretsu. Quelle est son histoire ? J'ai toujours tendance à dire que s'il n'y avait pas eu Maretsu, il n'y aurait pas Maredret. Tout simplement parce que dans les fondateurs de Maretsu, donc il y a dont Hildebrand de Hemtine, qui a une sœur qui s'appelle Agnès. Et lors de la consécration de l'église abbatiale de Maretsu, Agnès est présente. Et à la fin de la cérémonie, elle va aller trouver le cardinal qui a pontifié, le cardinal Chaffino, et elle va lui demander de revenir quelques années plus tard pour consacrer l'église d'un couvent de religieuses bénédictines qu'elle compte construire dans les environs. Monseigneur Chaffino dira oui, et donc Maredret va être créé une fois qu'on aura trouvé le site. Gérald, ça c'est unique en Belgique, ce dialogue entre ces deux abbayes, pourtant distantes de quelques mètres. Je crois que c'est totalement unique en Belgique. Non seulement parce que c'est le même ordre, ce sont d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes, la spiritualité est de base la même, fatalement, c'est chrétien bénédictin. Et ici, à Maretsu, Maredret, on a recréé vraiment une entité historique tout en étant dans l'actualité du moment, c'est-à-dire un renouveau de la foi non seulement spirituellement, mais aussi par l'architecture qu'on y a développée, ce fameux néogothique qui était censé être le moment le plus impressionnant et le plus important de l'histoire de l'Église. Malgré ses dimensions imposantes, Maredret se fond dans la nature et semble dialoguer avec Maretsu.
à la fois proches et attachés à leur identité respective. On ne résiste pas à l'envie de se livrer au petit jeu des ressemblances et des différences. Thomas Grec, ici on est dans l'église abbatiale de Maredret avec un plan bien particulier. Oui, tout à fait. C'est une particularité du plan de l'église abbatiale de Maredret qui est, à ma connaissance, unique en Belgique. On se retrouve avec l'organisation d'une nef perpendiculaire pour les fidèles d'un côté et pour les religieuses de l'autre. Ici, le parti pris de l'architecte, des architectes, puisqu'ils étaient plusieurs, était de marquer la césure très forte entre les religieuses d'un côté, qui vivent cloîtrées dans l'abbaye, et le public, les fidèles, qui a sa propre église, sa propre nef, avec comme point de rencontre, à la jonction des deux axes, le chœur, la partie la plus sacrée, orientée à l'est. Dès qu'on arrive ici, on est vraiment surpris par la variété des matériaux, leurs couleurs, tout ça rythme l'architecture. Oui, tout à fait, et c'est une particularité de l'architecture d'Auguste Van Hache qu'on retrouve notamment dans une autre de ses grandes réalisations wallonnes, le château de Laignon, pas très loin d'ici. Il met en œuvre, je dirais, une symphonie de matériaux qui permet d'avoir un décor créé par les différentes pierres, les marbres du sol, les dallages, mais aussi les lambris, les voûtes en briques d'un côté et les voûtes en bois de l'autre pour la nef des fidèles. Ce qu'ont voulu faire les moniales quand l'abbaye est fondée, c'est travailler à la manière du Moyen-Âge, c'est-à-dire on va extraire les pierres dans la carrière. D'abord, on va bénir la carrière, la carrière porte le nom de l'abbaye. On extrait les pierres sur place et on construit directement avec les matériaux. C'est ce qu'on faisait notamment déjà au XIIe siècle à Villers-la-Ville. Donc l'idée est vraiment de travailler dans l'esprit du Moyen-Âge, mais cela n'exclut pas d'intégrer des techniques de construction modernes, des charpentes métalliques et d'autres éléments également. Donc on va redévelopper toute une série de connaissances à partir des années 1850-1860 qui, quand on construit l'abbaye de Maredret en 1900, sont pleinement développées. C'est-à-dire que vous avez, au début du XXe siècle, des ateliers spécialisés en ameublement d'église, en vitraux néogothiques. Donc ça devient une véritable entreprise, voire industrie néogothique qui est très très rodée à cette époque-là, à l'époque de Maretsu, avec les meilleurs artisans du pays qui sont conviés pour faire de tels chantiers, notamment pour les vitraux ici à Maredret. Tout comme Maretsu, Maredret se consacre aussi à l'artisanat et aux métiers d'art. Il s'agit de l'atelier Saint-Luc dédié à l'enluminure, à la calligraphie. L'enluminure, un art très ancien qui puise ses racines dans le Moyen-Âge, mais qui connaît aussi des réinterprétations contemporaines. Sœur Agnès, vous êtes la mère supérieure ici à Maredret. On est devant toutes ces enluminures. Quelle est l'importance de ces enluminures pour Maredret? Je vois que les gens qui viennent ici faire les enluminures, ils se retrouvent vraiment la vie, le calme, le silence, et puis arriver à s'exprimer ce qui est vraiment à l'intérieur. Sœur Fides, excusez-moi de vous déranger en plein travail. Là, justement, vous réalisez une enluminure et vous partez d'un exemple bien précis. Quand on fait l'enluminure, il y a toujours des images à imiter. Et à propos de ça, qu'on réalise en main avec des produits, la couleur, l'image précise en voyant l'exemple. Ça me donne de joie, de la paix, de la sérénité ici. Vous m'avez convaincu, hein, Sœur Fides, il faut que je m'y mette, ça c'est clair. Avant de vous quitter, je tenais encore à vous faire découvrir un lieu peu connu du grand public. Mais vous le savez, rien ne nous arrête, on a les clés. Nous sommes ici dans la salle du chapitre de Maretsu. C'est le lieu où on lisait quotidiennement un chapitre de la règle de Saint-Benoît. Aujourd'hui encore, c'est l'endroit où peuvent se prendre de grandes décisions. Et d'ailleurs, observez autour de moi, et principalement sur les voûtes de ces rinceaux, ils n'ont rien perdu de leur éclat néogothique. Ils sont carrément pleins de couleurs splendides. Je ne vous mentais pas en vous disant que l'abbaye de Maretsu et l'abbaye de Maredret possédaient une histoire commune et un destin lié. Et cette histoire a aussi un point commun important, celui de mêler la spiritualité et aussi la transmission des métiers d'art et du patrimoine. Très heureux d'avoir fait cette visite avec vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres découvertes, car ne l'oubliez pas, j'ai les clés.